Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce focus consacré aux nouveaux équilibres, hein. Il s'intitule Mener de front les transformations économiques et climatiques, mieux gérer les équilibres et faire cohabiter activité économique, logement et nature, hein. C'est une question que vous êtes nombreux et nombreuses à vous poser, je pense. Donc moi je suis Inès Edel Garcia, rédactrice en chef adjointe de Cadre de Ville, pour celles et ceux qui ne m'ont pas encore croisée. Et donc voilà, j'anime cet après-midi ce focus qui en fait nous invite à dépasser les injonctions contradictoires, hein, qu'on connaît maintenant bien entre sobriété foncière et adaptation aux risques climatiques d'une part, et puis de l'autre côté, continuer à produire du logement pour accueillir des habitants et maintenir et développer le tissu économique. Et donc pour illustrer cette thématique, le comité scientifique des entretiens du cadre de ville a sélectionné 3 projets qui cherchent chacun à sa manière à satisfaire un peu ces différentes composantes du triptyque que je viens d'évoquer. Le premier projet est, on peut le dire, je crois, monsieur le maire, un projet de renoncement, parce qu'il faut aussi savoir renoncer, puisque la ville donc, de Ris-Orangis a décidé de réorienter son développement urbain à l'aune de sa connaissance sur sa qualité des sols. Et puis, on aura 2 autres projets qui se font écho, vous le verrez, qui se répondent, qui cherchent tous les deux à redynamiser, alors pour l'un, une zone d'activité économique à Aubagne et une zone commerciale d'entrée de ville à Cahors, avec l'idée voilà, de faire converger les intérêts du privé, l'intérêt général, avec voilà, des négociations en cours et un accompagnement personnalisé des acteurs. Et donc pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir donc, Stéphane Rafali, maire de la commune de Ris-Orangis, Antoine Musard et Hélène Mar. Donc, Antoine Musard, vous êtes architecte urbaniste, fondateur de l'agence Antoine Musard, et Hélène Mar, chargée de mission auprès du DGS du Grand Cahors. Et à ma gauche, Fleur Chambonneau, chargée de mission, parc d'attractivité durable en charge du label Parc Plus, au sein de l'agence biodiversité de la région Sud, voilà, région PACA. Je vais tout de suite laisser la parole à monsieur le maire donc, pour nous présenter le projet de Ris-Orangis, l'expérimentation qui a été menée avec le CEREMA pour mieux connaître les sols et mettre en valeur la multifonctionnalité des sols, et puis toutes les décisions qui en ont découlé. Merci de cette invitation. Peut-être situer d'où je parle. Ris-Orangis, c'est une commune francilienne située à 25 km au sud de Paris, du cœur de la capitale. C'est une commune populaire de 30 000... C'est la suivante. Hop. Encore. Ça, c'est... Ouais, ouais. De 30 000 habitants qui participent d'une intercommunalité récente créée en 2016, à cheval sur le département de l'Essonne, en centre-Essonne, et une partie de la Seine-et-Marne. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur le périmètre de 2 anciennes villes nouvelles, la ville nouvelle d'Évry et la ville nouvelle de Sénart. Et donc, à cet endroit, pendant plusieurs décennies, 2 établissements publics ont fortement participé à la création de la ville de façon extrêmement intensive, hein, puisque, comme vous le savez, pour accompagner la poussée démographique de la région capitale, il a fallu créer des villes ex nihilo en périphérie de la région Île-de-France. Et ce périmètre a évidemment été un territoire d'expérimentation de ces logiques d'État très, très, très verticales. Donc c'est un territoire qui est soumis à une très forte pression foncière, puisqu'on est encore sur des périmètres d'opération d'intérêt national. Et quand on est élu local sur ce secteur, évidemment, il y a 2 boussoles permanentes qui nous animent. D'abord, satisfaire le besoin en logement, puisque on le sait, la demande de logement augmente quasiment chaque année de façon exponentielle ici, dans cette zone tendue. Rien que sur le logement social, on est passé de 400 000 demandeurs il y a 10 ans à quasiment 1 million sur une région de 12 millions. C'est dire la pression. Et quand on
on recentre sur le territoire stricto sensu. À l'échelle de Grand Paris Sud, c'est 22 000 demandeurs identifiés à cette heure. Et au service logement de Ris-Orangis, c'est 6 000 demandeurs. Et donc on voit la folie sur ce sujet, l'incapacité en fait des puissances publiques de répondre à cette demande sociale. Et pourtant, il faut continuer à réfléchir à la manière de produire du logement. L'État nous demande, sur le périmètre de Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart, l'intercommunalité, de produire pour les 6 ans à venir 2450 logements par an, dont 500. Voilà. Et donc il y a ce débat permanent entre les élus locaux encore titulaires du droit des sols et l'État qui, évidemment, a une vision macro à l'échelle de la région et qui, évidemment, doit aussi répondre à cette demande de plus en plus pressante. On a 1,5 million de personnes mal logées en Île-de-France. Donc on voit bien toute la difficulté de l'équation. Donc première boussole, comment continuer à produire du logement, et on est même tenté de ne plus en produire, compte tenu parfois des caractéristiques sociales de certains territoires, avec une spécialisation qui s'est accentuée, puisqu'on est sur des villes très populaires, très pauvres, Grigny, Évry-Courcouronne, Corbeil-Essonnes, Ris-Orangis sont des villes très, très spécialisées socialement. Donc comment on continue à produire du logement malgré ce contexte social, avec ce risque à la fois, plutôt une satisfaction de répondre à la demande sociale et en même temps de prendre un risque, puisque vous spécialisez un territoire avec inéluctablement des déchirures qui peuvent se manifester. On pense évidemment à la question des émeutes urbaines de 2023, aux gilets jaunes qui commencent ici à Savigny-le-Temple sur notre agglomération. Bref, des stigmates de difficultés sociales encore très, très, très prégnantes. Donc, logement, comment on continue à produire du logement. Et puis l'autre difficulté, qui renvoie sans doute au risque social que j'évoquais rapidement, c'est le besoin de relocaliser de l'activité économique, de rapprocher le domicile du travail, puisque, si je résume les choses rapidement, on a pu, à la grande époque des villes nouvelles, au moment où l'État avait encore les moyens de ses ambitions, structurer économiquement, et donc on emploie, avec des grands comptes, un tissu de PME, PMI, nos territoires, et donc on a pu avoir eu l'âge d'or des villes nouvelles, mais sauf que depuis une vingtaine d'années, on comprend qu'il y a des phénomènes qui affectent en fait ce capital économique, avec des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire des grands comptes qui quittent notre territoire pour les grands pôles économiques de la région Île-de-France, soit Paris intramuros, soit en première couronne. Nous, on subit très directement, par exemple, la concurrence du plateau de Saclay, et du hub scientifique, universitaire et économique autour de la gare TGV de Massy-Palaiseau. Donc ça, c'est des concurrences même interdépartementales. Donc les phénomènes de gentrification et puis des phénomènes de désindustrialisation, puisqu'il y a un certain nombre d'appareils industriels qui étaient chez nous et qui ont disparu en quelques semaines, soit dans les pays de l'Est, soit en Asie du Sud-Est. Bref, on a aussi connu en Île-de-France, on le sait moins, parce qu'on pense que cette région est extrêmement riche, etc. Mais on a aussi, à certains endroits de la région, subi ces phénomènes. Donc l'idée de relocaliser l'emploi à proximité de chez nous est vraiment déterminant. Moi, j'ai à l'esprit constamment des moments qui sont invisibles dans la vie d'une collectivité. On remet les médailles du travail 2 fois par an au nom de l'État à des gens qui ont travaillé 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans dans une entreprise. C'est des moments intéressants parce que c'est souvent des gens qu'on ne voit pas, qui ne fréquentent pas nos services. Et c'est toujours un moment où 2 choses sont exprimées. C'est-à-dire qu'il y a un amour du métier. Ils exercent plein de métiers différents. Ils expriment une passion dans l'exercice de leur vie professionnelle. Et d'ailleurs, ils viennent demander la médaille du travail. Mais tous expriment la même souffrance du trajet quotidien pour aller rejoindre son lieu de travail, soit parce qu'ils prennent le RER et que ça dysfonctionne, soit qu'ils prennent l'autoroute A6, la francilienne, les grands axes routiers, et qui sont anthropisés dès 6 heures du matin. Bref, la question... voilà. Donc ça, c'est la deuxième boussole. Donc il y a intérêt à trouver les bons endroits pour faire ces développements urbains, à la fois résidentiels et économiques. Et on a une caractéristique chez nous, puisque nous sommes territoire ville nouvelle, c'est qu'on a pu hériter de foncier public
sont des fonciers expropriés dans les années 60, 70, 80 par nos aînés et qui sont disponibles pour réfléchir à la fabrication de la ville d'aujourd'hui, avec de façon, je dirais, intuitive, jusqu'à présent, plutôt l'idée de recycler, avant même le ZAN, la loi climat-résilience, le cadre légal, quand même un réflexe de certains élus, pas tous, mais d'éviter l'extension urbaine sur des champs agricoles qui sont encore disponibles, et plutôt d'essayer de requalifier la ville sur la ville avec la résorption de friches, de traitement de l'existant. On a eu ce réflexe intuitif, je dirais, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc vous avez déjà une partie du territoire qui s'est recyclée. À peu près 15% des 6 000 hectares urbanisés sur les 22 000 à l'échelle de l'agglomération ont été recyclés. Évidemment, il faut que j'arrive au sujet, mais il fallait que je fasse ce contour. On a aussi ce souci de l'habitabilité. Franck Boutet insistait beaucoup sur cette notion dans son exposé précédent, sur l'habitabilité de nos territoires et sur la protection de la multifonctionnalité de nos sols. Des notions qu'on a complètement oubliées, et à l'époque de la ville nouvelle, cette idée-là, ces notions-là, n'étaient même pas dans le scope, dans l'équation des ingénieurs qui fabriquaient la ville à cet endroit. Hein. On pensait, c'était la flèche du temps était rectiligne, on pensait tout maîtriser. C'est le temps des ingénieurs et pas des pédologues ou des écologues. Voilà. Donc la notion de préservation des sols pour les besoins de l'habitabilité, ça devient présent dans l'esprit des habitants, des élus locaux, des administrations. C'est une conscientisation assez récente, et donc on a pu, de façon très opportuniste, saisir un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME il y a à peu près 2 ans et demi, qui nous permettait d'avoir accès à une ingénierie, à des financements, à une ingénierie, pour la première fois de l'histoire de ce territoire, connaître une donnée scientifique qu'on ne connaissait pas. Quelle est véritablement la valeur écologique de nos sols? Ça, personne n'était en capacité de le savoir, et donc on a évidemment très spontanément et de façon très volontaire scellé un accord avec l'ADEME, le CEREMA, la Caisse des dépôts biodiversité et Sol Paysage, qui est une entreprise du plateau de Saclay spécialisée en matière d'expertise des sols, pour arriver à une cartographie précise de ce foncier, alors à l'échelle d'une commune de 870 hectares, d'essayer de rentrer dans le détail, au-delà d'ailleurs, et c'était le point de départ, au-delà de ce qui est accessible aujourd'hui, puisque vous avez des données numériques qui sont disponibles, que les administrations peuvent traiter, mais qui sont à une échelle 1/250 millième. Donc vous êtes sur des niveaux d'échelle qui ne permettent pas d'aller à des fonciers précis, etc., d'avoir un regard qui permet d'impacter en fait votre stratégie urbaine à l'échelle d'une. Donc comment passer d'une échelle de 250 millièmes à une échelle beaucoup plus précise? Il fallait passer par des sondages pédologiques, et donc d'aller sur le terrain, faire des fosses, faire des creux d'1 mètre, 1,50 m, de faire une première expertise in situ pour connaître les premières données des sols, et ensuite d'envoyer des échantillons en laboratoire pour pousser l'expertise encore plus avant. Et donc grâce au génie de la biodiversité disponible au sein du CEREMA notamment, et de Sol Paysage, on a pu produire 170 sondages à peu près grâce à la première expérimentation qu'on a prolongée avec d'autres dispositifs. Je ne rentre pas dans le détail. On est arrivé à peu près à 250-300 sondages sur l'ensemble du cadastre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les élus de Ris-Orangis ont disponible une cartographie extrêmement précise, quasiment sur l'ensemble des terrains à enjeu de notre petit territoire. Et c'était intéressant d'avoir ce débat, puisque vous le savez, à l'échelle européenne et à l'échelle nationale, il y a encore des débats scientifiques sur la manière d'aborder la question de la valorisation en fait, écologique des sols, avec des fonctionnalités qui peuvent être très sophistiquées. Nous, on en a retenu 4. La question hydrique, la question agronomique, la question de captage de CO2 et la question de biodiversité.
qu'on a mis dans l'équation. Donc c'est ces 4 fonctionnalités qu'on a expertisées, et on a regardé aussi le degré d'anthropisation de chacun des fonciers sondés, et c'est comme ça qu'on est arrivé à cette cartographie. Cette cartographie pourrait faire l'objet de discussions, sans doute scientifiques. Maintenant, on commence à stabiliser. Il y a un travail de l'INRAE qui a quelques mois, qui commence aussi à fixer un cadre. Et c'est ce qui manque dans la loi climat et résilience. C'est ce cadre de référence auquel on pourrait tous, en tout cas, baser nos expertises. En tout cas, là, on a tenté de poser un cadre d'expertise à l'occasion de cette expérimentation. Et évidemment, je dirais l'accord originel que nous avions passé, que le territoire avait passé avec ses partenaires nationaux, c'était de se servir de cette donnée scientifique nouvellement acquise pour réinterroger notre stratégie urbaine et d'aménagement. Et on peut dire, à cette heure, nous avons lancé donc notre révision du plan local d'urbanisme qu'on appelait Habiter la Terre. Le PADD n'est pas encore, le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas encore rédigé, mais l'intention, c'est vraiment de se servir de cette donnée pour modifier substantiellement notre stratégie. Et on a plusieurs décisions qui vont être structurantes pour le futur PLU, avec une traduction réglementaire à terme. La première, c'est que dans les zones pavillonnaires, il y a encore, sur le cadastre de Ris-Orangis, il y a beaucoup évidemment d'habitats collectifs, etc. Mais on a su préserver ces 40-50 dernières années des zones pavillonnaires. Et on s'est rendu compte que les jardins des zones pavillonnaires avaient une très grande valeur écologique, et qui pouvaient être des corridors de biodiversité. Et donc on va prendre une décision assez lourde, c'est qu'on va interdire les divisions parcellaires, alors que jusqu'à présent, depuis l'après-guerre, évidemment, les zones pavillonnaires se sont densifiées à Ris-Orangis, avec des découpages de terrain et des constructions pavillonnaires qui se sont greffées à l'existant. Donc il y a une densification des zones pavillonnaires qui sont restées pavillonnaires, mais on autorisait les divisions parcellaires. Là, on va arrêter les divisions parcellaires pour préserver les derniers jardins existants. Première décision, politiquement assez lourde et pas forcément facile à prendre. La deuxième décision, qui est très significative, on bossait avec Grand Paris Aménagement depuis une bonne dizaine d'années sur un projet sur 10 hectares, qu'on appelle, je crois, le schéma qui est là. Donc un projet sur 10 hectares, 800 logements à construire, avec un enjeu patrimonial, parce qu'il y avait un château, un corps de ferme, etc. Et on s'est rendu compte, après l'expertise de l'autorité environnementale, mais surtout après le sondage des sols que j'évoquais il y a quelques instants, qu'on allait urbaniser des terres originelles, quasiment originelles, qui n'avaient jamais connu d'affectation de la main de l'homme. Et donc évidemment, on a mis au pot de tous les décideurs de ce dossier, Grand Paris Aménagement, l'agglomération, la ville, etc. On a mis au pot cette nouvelle donnée, et on a demandé à chacun de prendre ses responsabilités. Donc très rapidement, sous mon impulsion, toute la chaîne de décision s'est rendue à une évidence qu'il ne fallait surtout pas urbaniser ces terres, et on a remis en cause une ZAC qui était pourtant concédée avec un bilan d'aménagement, des plans masse, etc., une maîtrise d'œuvre urbaine déjà désignée. Voilà. Et donc on va réduire l'emprise foncière de cette opération. On va passer de 10 hectares à 2 hectares et demi à peu près, et passer de 850 logements à 250 logements. À l'inverse, il y a des fonciers qu'on a repérés qui étaient très abîmés par la main de l'homme, donc des friches polluées, etc., et qui vont servir d'assiette à des projets de développement résidentiel ou à des projets ambitieux de développement économique. Là aussi, je passe vite, mais par exemple, il y a un foncier qui est très emblématique de la désindustrialisation, qui a longtemps été le grand compte du territoire, 1000 emplois, 40% de la taxe professionnelle, enfin une ressource fiscale très importante pour le territoire, une friche industrielle qui s'appelle, un lieu où on fabriquait du biscuit. À cet endroit, évidemment, il faut sans doute réindustrialiser ce foncier. Et d'ailleurs, ça a été repéré dans le cadre de France 2030, et donc ça fait partie des 5-6 fonciers franciliens qui sont dans le dispositif foncier clé en main France 2030. Autre conséquence, tout à l'heure je disais qu'il y avait beaucoup de fonciers expropriés
et qui avait pour vocation d'être urbanisé dans le cadre des villes nouvelles, avec des plans qui datent des années 70-80, etc., eh bien, il y a une partie du foncier. Parce qu'après les sondages, on s'est rendu compte qu'il pouvait avoir d'autres intérêts pour les habitants du territoire. On a décidé, il y a notamment ce qu'on appelle le poumon vert à Rissorangis autour d'infrastructures, autour d'une gare RER, etc., qui ne seront pas urbanisées. Donc là aussi, c'est une décision un peu coup près qui, sur des terrains de l'État ou des démembrements de l'État, peut-être attendaient du numéraire, etc., pouvait être un endroit où on pouvait mettre 2000, 3000, 4000 logements. Eh bien, ces 35 hectares ne seront pas urbanisés et on est en train de réfléchir à la désignation d'une maîtrise d'œuvre urbaine spécialisée, multidisciplinaire, nous permettant d'écrire un projet, peut-être d'extension des jardins familiaux qui existent déjà sur notre territoire, d'extension d'agriculture urbaine qu'on a installé sur 13 hectares à proximité, un projet à écrire sur ce foncier avec ces caractéristiques. Et je finis pour pas être trop long. Évidemment, cette méthode rissoise, donc très circonscrite à une commune, il est exporté en ce moment à l'échelle du grand territoire de Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénat, sur ces 22 000 hectares, puisque là aussi, un accord a été noué avec l'ADEME et le CEREMA pour nous permettre, alors sans doute pas au 1/10 millième, mais dans le cadre de l'écriture du schéma de cohérence territoriale, donc toute la stratégie urbaine de cette grande agglomération francilienne, de tester aussi la valeur de nos sols, avec un enjeu déterminant, c'est que vous avez à cet endroit sans doute la première réserve foncière publique de France, puisqu'il y a plus de 1500 hectares propriété de l'État ou de ses démembrements à cet endroit, donc avec sans doute quelque chose à écrire, peut-être un nouveau modèle d'agriculture, etc. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans le cadre d'un plan alimentaire et agricole au sein de notre intercommunalité. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation qui a sans doute suscité peut-être des questions de la part du public dans la salle. Un micro va circuler. Moi, j'ai une question, du coup. Marie Joriot, je dirige le master Amur de l'ENPC. Donc, suite à vos analyses de sol, vous avez décidé de fermer à la division parcellière dans le pavillonnaire. Ça veut dire que vous décidez de pas permettre de plus permettre la densification de ces zones. J'imagine que ça fait l'objet de débats, peut-être pas très simples. A priori, ça pouvait poser des problèmes politiques, mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas si difficile que ça à expliquer. D'abord parce que c'est sans doute pas l'argument écologique qui est le plus percutant auprès des habitants, mais quand vous densifiez une zone pavillonnaire, vous créez des difficultés. Il y a des troubles de voisinage, des problèmes de stationnement, de circulation, etc. Et j'en entends parler tout le temps. Donc l'idée de dédensifier, enfin pas de dédensifier, mais enfin de ne plus densifier les zones pavillonnaires, déjà vous avez... et puis, ça touche qui ? Ça touche généralement des personnes qui, au moment d'un divorce, d'une succession, d'un déménagement, etc., veulent valoriser le bien qu'ils ont acquis, souvent ce sont des gens modestes, qu'ils ont acquis tout au long de leur vie ou sur une partie de leur vie. Donc ça touche 4-5 personnes au moment où la décision est prise. Donc vous avez à gérer en fait un stock de personnes qui est réduit. Donc l'idée écologique et l'idée d'absence de troubles de voisinage, elle remporte assez facilement l'adhésion. Donc d'un point de vue strictement politique et de prise de décision, les choses ont en fait été assez faciles. Peut-être dire un mot, c'est peut-être une question qui intéresse les aménageurs et les aménageuses qui sont dans la salle, mais comment vous renégociez finalement le projet de ZAC avec l'aménageur, avec le promoteur qui était fléché sur le projet, puisque le bilan de l'aménagement, le bilan promoteur n'est plus le même que celui qui avait été défini initialement. Donc où est-ce que vous en êtes ? C'est en cours. Donc là, il y a un cas pratique de bifurcation. Et on s'est tous rendu compte qu'on allait commettre une erreur. Et donc ce que disait Franck Boutet tout à l'heure, à un moment, il faut bien que la réorientation, le changement de cosmologie, il s'opère même sur ce qui est lancé. Et donc, et là, on a des acteurs publics puissants, Grand Paris Aménagement, une agglomération de 360 000 habitants. Si on ne le fait pas là, avec l'ensemble des puissances publiques qui sont rassemblées sur ce petit projet, alors, et donc mon intention, elle est à la fois de traiter le sujet rissois, mais elle est aussi de créer un démonstrateur et
de mettre en place une équation qui permettrait de décrire un modèle économique de la bifurcation de l'aménagement. On est en cours d'écriture de ce travail. Il y a plein d'acteurs qui peuvent nous aider à faire ce travail que les administrations sont bien incapables de faire, hein, des collectivités locales. Donc il faut aller chercher des expertises extérieures. Elles existent et donc c'est ça qu'on est en train de faire. Donc la négociation est rude, mais sur le principe et l'orientation choisie, il n'y a plus de débat. Merci beaucoup. On pourra revenir si vous avez des questions ultérieurement. Je vous propose à présent de passer au cas d'étude d'Aubagne. Je le disais tout à l'heure, donc on vous présente là 2 projets de redynamisation de zones d'activité, mais pour les mettre en fait, ce que j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, pour les mettre en résilience, hein, puisqu'il y a de forts risques d'inondation, puisque ces 2 zones d'activité, enfin la zone d'activité et la zone commerciale d'entrée de ville sont situées à proximité de cours d'eau, et c'est ce qu'on va explorer tout de suite avec Fleur Chambonneau, donc je le rappelle, chargée de mission parc d'activité durable label Parc Plus à la région Sud. Je garde ce micro-là et je prends la tablette. Merci, donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis donc chargée de mission sur une mission dédiée spécifiquement aux zones d'activité économique, ce qui peut paraître un peu bizarre pour une agence de biodiversité et d'environnement, mais c'est une spécificité de notre région. En introduction, vous dire que déjà, en PACA, donc nous avons travaillé avec un collectif de partenaires. Ce n'est pas moi uniquement sur ma mission qui vais pouvoir intervenir sur les zones d'activité, mais le collectif rassemble l'ensemble des partenaires institutionnels, la région, l'ADEME, l'Agence de l'eau, l'ADREAL, les CAUE, les chambres consulaires, agences de développement, agences d'urbanisme, etc. Donc un grand nombre d'acteurs, de partenaires qui conjointement ont déjà réfléchi à ce que c'était qu'une zone d'activité performante, de qualité. Qu'est-ce qu'on entend derrière tout ça? Et c'est ce qui nous a amené à développer le label, donc le label Parc Plus, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est un label qui, du coup, ne va pas juste questionner les enjeux purement environnementaux, mais on est bien sur les dimensions de gouvernance, de stratégie économique, de services, de mobilité, de foncier, etc. Et donc, bien sûr, de tous ces enjeux d'adaptation et d'atténuation liés au changement climatique. Donc, vous avez quelques mots-clés ici pour vous illustrer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on reviendra tout à l'heure plus particulièrement sur la question de l'eau, qui est évidemment aujourd'hui centrale, et en particulier sur nos territoires où on est fortement impacté à la fois par le côté risque inondation dont on va parler, mais aussi par les conséquences plutôt sur les périodes estivales de canicule et de sécheresse. Quelques chiffres pour vous donner aussi plus d'informations sur ce label. Vous avez une carto, je vous ai mis le QR code et le lien, donc vous pouvez aller regarder de plus près sur notre site internet. Nous avons aujourd'hui 46 lauréats du label Parc Plus répartis sur l'ensemble de nos départements. Ça va de territoires très ruraux, alpins, à des territoires beaucoup plus urbanisés, métropolitains sur la frange littorale en particulier. Donc on a vraiment toute taille, tout type, toute caractéristique de parc d'activité. C'est ce qui est intéressant aussi en soi. Et comme vous pouvez le voir également sur la gauche, nous avons différents niveaux de performance. Ça va de parc engagé à niveau 1, 2 et 3, ce qui permet aussi à tout type de parc d'activité de s'engager dans cette démarche. L'idée, ce n'est pas uniquement de sélectionner les parcs d'activité les plus exemplaires, les technopoles en général, hein, sur les niveaux 2, les 2 qui sont au niveau 3, là, ce sont des technopoles. Évidemment qu'ils ont plus de facilité à atteindre des niveaux de performance plus importants, et heureusement, on les y attend. Mais on a aussi tout un tas de parcs d'activité qui sont les parcs d'activité de monsieur, madame, tout le monde, j'ai envie de dire, et qui, simplement, dès lors qu'ils ont la volonté d'eux, on peut toujours faire mieux que ce qui est déjà existant. Donc, nous, ça nous permet, surtout ce label, c'est un prétexte, finalement, pour pouvoir accompagner des parcs d'activité, les acteurs, hein, que ce soit les collectivités, les associations d'entreprises, les associations de propriétaires qui aménagent, gèrent et animent ces territoires. Et donc, on les accompagne dans la durée, au fil de l'eau. Tous les 3 ans, le label est en renouvellement, hein, donc on les revoit régulièrement. Donc ça, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour aller découvrir plus en détail nos lauréats. Vous avez des fiches descriptives pour chacun des lauréats et les actions particulièrement intéressantes qui ont pu être relevées sur ces parcs d'activité. Donc il y a plein d'inspirations à aller chercher sur ces fiches.
Là, je vais vous parler en particulier d'un territoire. On est dans l'est de la métropole Aix-Marseille. On est dans les territoires de Pagnol, donc voilà, je vous emmène à Aubagne, pays du Santon, Aubagne et Gémenos, puisqu'en réalité, là, on a un regroupement de 2 zones d'activité. Alors, de manière assez classique, hein, on est sur des territoires qui, initialement, étaient des territoires, alors là, pour le coup, marécageux. C'est pour ça qu'on l'appelle la zone des Palus aujourd'hui. Donc d'anciens marécages qui ont été drainés. On y a implanté des activités agricoles et puis progressivement, ces activités agricoles, elles se sont vues remplacées par des activités industrielles. Donc vous le voyez sur cette cartographie. Sur la gauche de l'écran, on est sur Aubagne avec la zone des Palus. Sur la droite de l'écran, on est à Gémenos. Donc tout ça fait une continuité. On voit juste au milieu se dessiner un petit espace vert dont je reparlerai tout à l'heure et qui fait un peu la démarcation entre Aubagne et Gémenos. Donc l'industrialisation se poursuit et on arrive encore à deviner au nord de cette grande zone d'activité 2 cours d'eau, le Fauge et le Meir, qui se rejoignent en Fauge-Meir. Donc on va l'appeler le cours d'eau, ça sera plus simple, mais vous le voyez donc se dessiner au nord de cette zone et évidemment que ce cours d'eau, il va avoir un impact aussi sur le risque d'inondation. Donc voilà. La zone aujourd'hui, donc en termes de PPRI, on voit qu'on est quand même massivement sur des zones rouges, donc avec un risque d'inondation fort qui va fortement contraindre également tout ce qui va être construction, développement de nos activités économiques. Donc, je reviens un peu sur ces deux secteurs. Une chose intéressante, c'est que nous avons donc des aménagements qui se sont faits à peu près à la même période, mais avec 2 visions différentes. Ce qui est intéressant, donc sur la zone de droite à Gémenos, c'est qu'on avait à l'époque des élus qui, comme M. Jourdain, ont fait de la gestion intégrée de l'eau sans le savoir. C'est-à-dire qu'au départ, sur Gémenos, l'idée, c'était de préserver ce cadre vert, donc les collines de Pagnol, etc. Et donc, ils ont voulu maintenir le vert. Et en faisant du maintien du vert, finalement, ils ont fait de l'infiltration. Donc, c'est ce que l'on peut voir aujourd'hui. Donc, sur cette zone, on va avoir, sur l'axe principal, central, une très large noue centrale avec les voies donc, qui circulent de chaque côté en sens unique. Cette noue, évidemment, qui va servir à collecter, mais également infiltrer l'eau pluviale. Elles vont donc c'est tout un réseau, hein, même sur les voies secondaires, on a des noues plus petites, mais qui forment tout un réseau de noues qui vont cheminer ensuite vers des bassins d'infiltration, toujours sur l'espace public, hein, qui sont donc des bassins collectifs, dont on a un exemple ici à droite, et un autre bassin, donc ce fameux carré vert que vous voyez là entre les 2 zones d'activité, qui était un bassin également de rétention et d'infiltration, qui était censé donc être vide quand il ne pleuvait pas, et qui progressivement s'est retrouvé en eau en permanence et s'est développé sur ce bassin-là, s'est développée une lagune. Donc aujourd'hui, on est sur un espace classé avec de l'eau en permanence, une roselière et une grande richesse en termes d'avifaune en particulier, donc une grande richesse d'oiseaux, ce qui est quand même assez rare sur une zone d'activité de ce type. Et également donc sur les parcelles privées, hein, puisque là on avait une gestion donc à la parcelle. Donc chaque propriétaire foncier, propriétaire privé, a aménagé donc des bassins d'infiltration qui, là, coup de chance sur cette photo, on a pu passer juste après une pluie, ce qui n'est évidemment pas le cas la plupart du temps. Donc là, on est sur Gémenos, comme je vous le disais, zone d'activité finalement assez verte qui préserve aussi cette qualité de paysage tout en étant sur une gestion intégrée de l'eau. Sur la zone industrielle des Palus, de l'autre côté, alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, des choses qu'on connaît tous sur la majorité des zones d'activité. Donc, on a un peu de canalisation. On a surtout, c'est les anciens fossés qui ont été donc bétonnés. On est sur des trapézoïdaux, donc ça reste une gestion à ciel ouvert, mais on est quand même sur de la collecte. Et puis, donc l'eau est acheminée vers... on a des embus naturels au sud de la zone. Et au nord, on va retrouver donc notre cours d'eau qui passe au nord et donc l'eau qui était renvoyée vers le cours d'eau et un canal qui passe au-dessus. Voilà. Pour vraiment revenir sur... parce que je n'ai pas le temps de tout vous donner comme info.
Mais c'est un projet qui est extrêmement intéressant pour nous parce qu'effectivement, c'est sur une zone classique, mais avec un projet qui est parti finalement d'une question de mobilité, c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné un projet de bus à haut niveau de service sur cette zone d'activité. Donc l'arrivée d'un bus que vous voyez donc en pointillé rouge sur cette carte. Et ça, finalement, ça a été l'élément déclencheur d'un projet qui est devenu un projet de toute autre envergure. Et c'est le fait de la rencontre entre la personne qui pilotait un petit peu tout ça au niveau de la métropole et le bureau d'études hydrauliques, donc ATM pour ne pas le nommer, qui a réalisé cette étude. Et là, on va dire coup de foudre professionnel à ce moment-là. Et la personne de la métropole s'embarque dans le projet en disant « mais c'est génial ». Elle va aller mobiliser les différents services de la métropole, les services de la ville. Elle est très convaincante. Elle est allée chercher les pages qui gèrent et aménagent donc, le cours d'eau. Tout un collectif d'acteurs et de partenaires financiers également pour accompagner le projet, et évidemment l'agence de l'eau qui a également suivi sur le financement de tout cela. Et donc on est passé sur un véritable projet beaucoup plus global de désimperméabilisation. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sur le tracé du BHNS, sur les trottoirs, parking, désimperméabilisation. On passe globalement de 90% de surface imperméabilisée sur l'espace public à 50%. Donc on va drastiquement réduire les surfaces imperméabilisées. On va bien sûr mobiliser le cours d'eau pour aller vers de la renaturation de ce cours d'eau. J'y reviendrai juste après. On embarque également les propriétaires privés, puisque c'est 80% de la zone, ces propriétaires privés, donc il fallait aussi les embarquer dans le projet. Et donc il y a également cet accompagnement qui va être fait pour amener des réalisations concrètes sur ces parcelles privées. Alors, pour zoomer sur le Fauge, oui, je sais, il faut que j'accélère. Donc notre cours d'eau, comme classique, voilà, on était sur un cours d'eau qui a été rectifié il y a bien longtemps, bétonné sur ses berges, une ripisylve qui ressemble plus à rien. Donc voilà, tout ce qu'on ne veut pas voir. Du coup, le projet de renaturation, là j'avais mis une petite... Oui, je la vois apparaître là, donc c'est parfait. Mais simplement, voilà, pour vous montrer un petit visuel du projet de renaturation, puisque là, pour le coup, les travaux n'ont pas encore démarré, on est sur les acquisitions. Donc, vous voyez sur le petit schéma le BHNS qui arrive. Le long de ce cours d'eau, on en profite pour aménager une vraie voie verte, vélo, piéton, qui va servir également pour reconnecter et améliorer la mobilité sur l'ensemble de la zone. Donc on recrée des traversées comme ça en direction de l'axe central. Et puis notre fameux cours d'eau, qui était tout moche comme je vous l'ai montré précédemment, l'idée c'est d'en faire quelque chose avec un lit beaucoup plus naturel. Donc on reméandre, on replante, on revégétalise sur toute l'opération, sur l'ensemble de la zone. On désimperméabilise, mais on plante aussi énormément d'arbres. Tous ces enjeux-là, comme je disais tout à l'heure, c'est très concrètement aussi casser cet effet d'îlot de chaleur pour aller créer des îlots de fraîcheur. C'est crucial parce qu'effectivement, en été, on arrive à des points tels que, à un moment donné, il faut arrêter l'activité, quoi. On est sur des périodes de canicule qui sont particulièrement difficiles à vivre. Donc voilà, tout ça, ça participe de la redynamisation de l'économie. Donc je ne vous passe pas tout le visuel, vous avez compris l'idée, le principe. Tout ça, vous pourrez le retrouver aussi par ailleurs en ligne. Et puis donc le dernier point sur lequel je voulais intervenir, c'était cet effet d'entraînement auprès des propriétaires privés qui ont tout à fait compris qu'on allait les embêter à faire plein de travaux avec le BHNS, la désimperméabilisation, etc. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans les travaux, donc ça, ils ont bien compris le truc sur l'espace public. Mais en même temps, ils sont conscients des enjeux sur leurs propres espaces parce qu'ils savent qu'ils sont en zone rouge. Certains ont connu des épisodes d'inondation, donc ils savent concrètement les risques que ça peut être pour leurs activités et pour leurs salariés. Et puis, c'est une opportunité pour eux de se faire accompagner. Donc là, on a l'exemple de l'entreprise Sartorius, qui est le gros fleuron de cette zone d'activité, qui se développe, qui est en pleine croissance également et qui a besoin qui continue à se développer. Donc, il y a une étude qui a été faite donc, pour les accompagner, l'étude faite par ATM également.
Donc avec un état initial, un état projeté, on voit qu'on passe sur... là aussi, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on n'avait quasiment rien en espace vert, en espace infiltrant sur cette parcelle. Et là, on arrive à retrouver à peu près 50% de surface imperméable, avec des toitures également. Il y a des bâtiments qui sont déconstruits, d'autres qui sont reconstruits, mais plus en hauteur, et en ajoutant des toitures qui servent également de stockage sur le pluvial. Et puis donc là, l'inauguration le 17 juin dernier du bâtiment principal, mais les travaux ne sont pas terminés. Et je termine juste avec quand même de belles photos pour vous illustrer en vrai ce que sont que ces zones d'activité. Pour vous rappeler, nous rappeler que effectivement les zones d'activité économique sont des lieux où la voiture prend beaucoup de place, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour désimperméabiliser, renaturation ces zones-là. Et là, vous voyez donc le côté vue sur Gémenos avec cette fameuse lagune dont je vous ai largement parlé aussi. Voilà. Allô, merci beaucoup Fleur Chambonneau pour cette présentation. Je rebondis à ce que vous venez de dire, et puis je me souviens aussi des échanges préparatoires qu'on a pu avoir en amont de ces entretiens, où vous m'expliquez qu'effectivement, et c'est vrai pour un tas de zones d'activité, là on est sur 20% d'espace public, 80% d'espace privé, donc voilà, d'où l'importance d'accompagner les propriétaires fonciers privés à aller dans la même direction que vous. Et puis l'autre point que j'avais retenu, c'était aussi l'enjeu d'attractivité et de recrutement finalement que porte ce projet d'aménagement pour améliorer le cadre de vie, les conditions de travail, on l'a dit, par rapport à la chaleur, mais aussi voilà, proposer d'autres usages plus récréatifs sur la pause méridienne, et donc aussi pour les entreprises réussir à capter une main-d'œuvre qu'ils n'arrivaient plus à capter jusqu'à présent parce que la zone d'activité était obsolète, désuète, elle ne donnait pas envie, elle était trop éloignée, mal desservie, etc. Ce que je vous propose, parce qu'on n'est pas du tout en avance, comme les deux zones d'activité, zones commerciales, se ressemblent, enfin, voilà, il y a des porosités entre les deux projets, mais aussi des différences de climat, de montage. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec la présentation suivante et puis qu'on regroupe les questions à la fin, parce que je pense que voilà, vous aurez peut-être des réponses aussi dans la deuxième présentation. Et si la deuxième présentation n'a pas répondu à toutes vos interrogations, voilà, vous pourrez adresser à Fleur et à Antoine Musard et Hélène Mar toutes vos questions. Voilà. Donc Hélène Mar du Grand Cahors et Antoine Musard de l'agence Antoine Musard qui vont nous présenter le projet du PPA du Grand Cahors. Merci, bonjour à tous. Donc Cahors, ville-préfecture du Lot. Le projet de l'entrée sud, c'est en fait le projet de requalification de l'entrée de ville, qui est la zone commerciale historique qui a commencé à se développer à partir des années 70 et qui se trouve traversé par un ruisseau qui s'appelle le Bart à sec, qui porte bien son nom puisqu'il est à sec la grande majorité du temps, mais il peut déborder à la faveur d'un cumul de pluie. C'est le phénomène des crues cévenoles, en fait, où en quelques heures, le ruisseau peut déborder. On a connu 2 crues majeures sur les 30 dernières années. La première en 1996, qui a mené l'État à adopter un plan de prévention des risques d'inondation, ce qui fait que la majorité du quartier est située en zone rouge, ce qui a totalement donc gelé l'évolution du bâti depuis lors. La deuxième crue est intervenue en 2010. Et suite à celle-ci, nous avons pu bénéficier de l'atelier des territoires qui nous a permis d'amorcer un premier jalon de travail partenarial avec l'État afin de poser une feuille de route qui se base sur une approche systémique en croisant les enjeux hydrauliques, commerciaux, urbains, fonciers, paysages pour travailler de manière tout à fait transversale les sujets. Donc quelques chiffres clés sur ce quartier. L'entrée sud, c'est 3 km de linéaire qui sont sur 3 communes qui sont toutes membres de la communauté d'Agglo, donc Cahors, mais aussi 2 autres communes qui sont des communes plutôt rurales. Le projet de réaménagement concerne 130 parcelles à acquérir à minima sur le projet hydraulique. Donc là, sans parler du projet de renouvellement urbain, mais à minima sur le projet hydraulique. C'est une zone d'activité commerciale qui regroupe 1000 emplois, 120 entreprises et qui compte 20 000 véhicules jour. Alors, à l'échelle de la métropole, ce sont des petits chiffres. À l'échelle de notre territoire, pour le coup, c'est une zone d'activité qui est majeure.
Tout cela nous a mené en 2022 à signer un projet partenarial d'aménagement avec l'État, donc évidemment le Grand Cahors, les 3 communes concernées, l'établissement public foncier d'Occitanie, le syndicat de bassin et l'agence de l'eau, afin de répondre à 3 ambitions croisées. La première, évidemment, réduire la vulnérabilité du secteur. Donc là, c'est toute la dimension de recalibrage hydraulique du ruisseau pour pouvoir accueillir la crue centenale, donc pour pouvoir sortir le quartier de la vulnérabilité. Le deuxième axe, c'est le renouvellement urbain, comment accompagner la requalification urbaine et commerciale de cette entrée de ville. Et le troisième axe, c'est de favoriser la renaturation, avec des enjeux effectivement d'infiltration. On fait des choses assez liées avec ce qu'on a pu entendre. Tout cela se décompose en 12 actions sur, encore une fois, l'hydraulique, l'urbain, le foncier, l'optimisation financière, voilà, tous les sujets liés. Et ça pèse aujourd'hui donc 3 millions d'euros sur la partie de préfiguration. Donc ce sont essentiellement des études et les premières acquisitions foncières, mais c'est un projet de l'ordre de 50 millions d'euros au global, ce qui est encore une fois considérable à l'échelle de notre territoire. Donc je parlais de recalibrage hydraulique. Concrètement, donc là, sur la partie gauche, vous pouvez voir le ruisseau aujourd'hui qui fait 5 à 6 mètres de large. Pour pouvoir accueillir la crue centenale, demain, le ruisseau fera 30 mètres de large, considérant que c'est un ruisseau qui est à sec la majorité du temps. Donc il y a eu tout un travail de génie végétal pour trouver des essences paysagères qui supportent les périodes d'assec, mais qui ne soient pas emportées à la première crue. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une coulée verte qui traversent le quartier afin de ne pas avoir de rupture, parce que 30 mètres, évidemment, en termes urbains, il faut pouvoir les intégrer. Il y a aussi un enjeu pour nous urbain, évidemment, puisque là, au gré des années, de nombreuses friches sont apparues, friches que cachette peu à peu la collectivité via l'établissement public foncier d'Occitanie, et que l'on démolit. Alors pour l'instant, le PPRI est toujours en zone rouge, donc on ne peut pas reconstruire, mais à minima, ça constitue des réserves foncières pour l'avenir, et à minima aussi, visuellement, ça permet aussi de supprimer ces friches et d'apporter un peu de renaturation. En termes de montage et quels sont les leviers offerts par ce PPA, en premier lieu, c'est évidemment d'offrir une stratégie partagée avec l'ensemble des partenaires qui s'inscrit à la fois dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des engagements réciproques à court, moyen et long terme, mais aussi dans l'espace avec une approche cohérente à l'échelle du linéaire des 3 km, mais aussi des approches zoomées plus opérationnelles à l'échelle d'îlots pour qu'on puisse amorcer ce renouvellement urbain dans des temporalités qui soient aussi compatibles avec celles des acteurs en présence, des acteurs économiques. Cela passe évidemment par la mise en place d'une gouvernance resserrée. Donc un PPA, c'est déjà par défaut 4 comités techniques par an et 2 comités de pilotage avec l'ensemble des partenaires. Mais on ajoute à cela des comités techniques thématiques et des réunions mensuelles aussi avec la DDT, puisque c'est un travail vraiment conjoint très étroit avec les services de l'État. Donc nous avons un point mensuel avec la DDT et notre maire président a un point mensuel avec madame la préfète pour avoir un binôme vraiment technique et politique État-collectivité très fort pour faire avancer les sujets et pour avoir des arbitrages au fil de l'eau. Donc tout cela, effectivement, ça nécessite une méthodologie agile pour travailler donc de concert avec l'ensemble des partenaires, avec les parties prenantes et notamment les propriétaires fonciers et les partenaires économiques. Mais aussi pour croiser toutes les thématiques. Et donc, notamment nos bureaux d'études, dont l'agence Antoine Musard, mais il y a également Artelia sur l'hydraulique, un certain nombre de bureaux d'études sont amenés aussi à travailler de manière tout à fait itérative pour apporter une approche globale, une réponse globale au sujet. Ça nous permet également de déployer des partenariats renforcés, et notamment avec l'EPF, puisqu'on a conclu une convention exceptionnelle grand projet qui permet d'avoir un portage jusqu'à 18 ans du foncier qu'ils acquièrent pour notre compte. Pour nous, c'est précieux parce que ça nous permet de reporter la charge foncière sur une période de 18 ans, ce qui nous permet d'absorber plus facilement les gros investissements en matière d'aménagement sur les 15 premières années, on va dire, du projet.
Et en dernier lieu, ça demande aussi un petit peu d'audace. Encore une fois, on est un petit territoire. Cahors, c'est 20 000 habitants, 43 000 à l'échelle de l'agglo. Et pour autant, nous sommes la 3e grande opération d'urbanisme de France. Alors, ce n'était pas forcément d'évidence, mais on s'est saisi de cette opportunité du PPA et des leviers offerts par la GOU pour faire avancer le sujet et pour bénéficier dans notre boîte à outils de tous les outils nécessaires pour amorcer un changement de visage à ce quartier qui soit aussi opérationnel que possible. Parce qu'évidemment, le temps des procédures et le temps du public n'est pas le temps des privés et des activités. Et notre objectif, c'est bien d'essayer de nous rapprocher de cette temporalité-là pour amorcer une phase opérationnelle. Et donc, sur la dimension urbaine, nous sommes accompagnés par l'agence Antoine Musard sur l'élaboration d'un plan guide et sur aussi l'approche par îlot opérationnel, puisque c'est bien cette approche à double échelle qui nous permet d'avancer de manière concrète. Merci, bonjour à tous. Antoine Musard, donc nous sommes mandataires pour le Grand Cahors, avec évidemment un grand groupement avec des programmistes que je vois ici dans l'assistance, des paysagistes, des ingénieurs. Nous, on aime bien cette image-là qui illustre un peu cette complexité et cet enjeu. Donc on est sur un territoire de vallée de 3 km de long, qui est l'entrée principale de Cahors. Et ce qu'il faut dire, c'est que du fait de la géographie de l'environnement de Cahors, on n'a pas de foncier disponible. Donc finalement, les logiques de ZAN, ça fait déjà plusieurs décennies qu'elles sont imposées à Cahors, puisqu'il n'y a pas de foncier. Donc l'enjeu, finalement, on voit cette vallée qui, jusqu'aux années 50, 60, était complètement naturelle et qui a été complètement artificialisée à partir des années 70-80. On a à peu près en rouge les emprises imperméabilisées qui sont plus ou moins les emprises de la zone rouge du PPRI. Donc un enjeu à renouveler ce linéaire de vallée d'entrée de ville en renouvelant les activités sur elles-mêmes et en réduisant les logiques de risque. Donc nous, on a abordé ce projet en disant qu'il fallait rééquilibrer un peu les valeurs du territoire. On ne pourra pas retrouver un projet de renaturation puisqu'il faut que le Grand Cahors trouve la capacité à réimplanter les activités sur place, à les développer également. Néanmoins, il faut tendre vers un projet plus naturel, permettre la mise en œuvre du plan guide hydraulique, diversifier les mobilités. On est sur une route qui est uniquement routière et logistique. Et donc, on s'inscrit vraiment dans cette logique du projet urbain partenarial au travers de ces différentes thématiques où en identifiant ces thématiques dont aucune ne prime par rapport aux autres et qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres, on a pu bâtir des ateliers pour à la fois discuter avec la DDT sur la mise en œuvre du plan guide hydraulique. On peut discuter avec les acteurs économiques en concertation avec des formats spécifiques et adaptés à elle sur l'enjeu de transformer et cibler les fonciers à accompagner, et évidemment avec toutes les directions du Grand Cahors, la direction de la mobilité. Donc on a vraiment ces thématiques qui sont pour nous un terrain d'échange et qui vont faire projet. Donc on voit ici dans la coupe du haut, qui est une coupe un peu schématique, ces emprises commerciales qui n'avaient pas assez de place dans cette petite vallée et qui ont répondu à ce besoin de place en construisant les bâtiments au-dessus du cours d'eau ou en implantant les surfaces de parking au-dessus du cours d'eau. Et dans cette coupe du bas, cette coupe un peu idéalisée vers laquelle on voudrait tous tendre, avec l'idée de pouvoir compacter les activités, retrouver la densité en étage lorsque cela sera possible, retrouver un cours de Bartasek élargi passant de 3 mètres de large à 30 mètres, et puis diversifier les mobilités en entrée de ville. Donc cela se traduit par une première version de plan guide. Ça fait seulement 7 mois que l'on travaille sur ce sujet, ce qui est un temps relativement court pour un plan guide de cette importance. Et cette idée de pouvoir jouer finalement de la possibilité offerte dans le marché de travailler à 2 échelles. Donc on travaille à la fois dans une logique de plan guide et à la fois dans une logique d'îlot opérationnel. Donc on a souhaité commencer à aborder ces 2 échelles de manière concomitante, de manière à pouvoir trouver les leviers opérationnels vis-à-vis des acteurs économiques en place
et vis-à-vis aussi d'un projet à une échelle considérable, 3 km de long, comment est-ce qu'on s'inscrit dans une transformation des mobilités, par où est-ce que l'on commence. Donc on va vous préciser ici 2 exemples, un sur les mobilités et un sur un îlot opérationnel qui est un peu l'îlot vitrine. Donc vous avez ici cette image de l'entrée de ville telle qu'elle est aujourd'hui. On perçoit de part et d'autre les coteaux très accidentés qui ne permettent pas un développement ailleurs. Et donc on a réfléchi sur la manière d'aménager et de transformer les mobilités pour avoir une première action visible sans attendre une maîtrise foncière sur les 3 km de long de cette entrée de ville. Donc la première action, c'est d'agir dans ce gabarit de l'espace public en supprimant un terre-plein central qui est une sorte de terre-plein logistique et qui va permettre d'aménager d'un côté une voie verte continue permettant de sécuriser les modes doux et les vélos, de pouvoir aussi rendre cette vallée accessible aux bus et qu'on puisse sortir d'un bus et accéder jusqu'au commerce ou aux activités artisanales présentes. Et puis introduire aussi une logique de paysagement encore modeste, mais néanmoins cela permet d'avoir un profil sécurisé et qualitatif et une action forte à court terme. À plus long terme et d'une manière opportuniste ou en travaillant avec les acteurs économiques, on va avoir une amplification, soit une amplification paysagère sur certains lots, soit une amplification pour pouvoir ménager des espaces pour les modes doux de part et d'autre de cette entrée de ville. La deuxième manière d'agir à l'échelle de cette entrée de ville, c'est de considérer une échelle d'îlots opérationnels. On en a identifié un certain nombre, dont le plus marquant et le plus évident consiste à délocaliser et relocaliser l'enseigne Carrefour, qui est un centre commercial de 5000 m² de plein pied, construit en plein milieu du lit du Bartasek avec une bonne nappe de parking. Et donc, l'idée étant que ce centre commercial, finalement, si on arrive à le déplacer, il va permettre de pouvoir mettre en œuvre le plan guide hydraulique. Et il va aussi donner un peu un nouveau signal pour toute l'entrée de ville, puisque c'est un peu la locomotive commerciale. Donc c'est aussi un vrai sujet d'inquiétude pour l'ensemble des activités et des commerces, c'est qu'eux ont peur de perdre cette locomotive. Donc comment est-ce qu'on travaille pour relocaliser ce carrefour? Donc on a eu une approche assez pragmatique en identifiant bien les besoins de l'opérateur commercial, qui consiste à une fermeture de 24 heures maximum de l'établissement. Donc, c'est-à-dire qu'on doit trouver un nouveau foncier à la fois pour son emprise de 5000 m² de commerce, mais aussi pour son système de parking. Donc on a pu identifier 2 fonciers qui seraient disponibles, voilà, de manière un peu simplifiée. Et en essayant de simplifier au maximum ce qui facilitera l'opérationnalité et la relocalisation de cette enseigne. Donc on est sur une opération tiroir, cela va se faire progressivement. Un élément clé a été de dire qu'on allait maintenir la station-service en place. Ce n'est pas forcément cela que l'on souhaitait, néanmoins c'est un élément qui est très vite apparu comme déterminant dans l'équation économique, d'autant qu'on est sur un périmètre de captage avec un regard de l'ARS qui faisait qu'on avait une vraie contrainte en cas de réimplantation d'une nouvelle station-service, et un travail permis par le PPA et les logiques GOU avec la DDT pour pouvoir réimplanter cette enseigne commerciale à une cote seuil intéressante et qui va permettre finalement de réduire cette idée de risque. Donc un travail partenarial à la fois avec la DDT, l'opérateur économique, et qui aujourd'hui est accueilli très positivement par l'ensemble des acteurs. Ce déplacement de l'enseigne commerciale permet une recomposition plus forte à l'échelle de l'îlot global, puisque donc ils vont libérer des fonciers et donc permettre dans un second temps, puisqu'on aura réduit dans un premier temps le risque lié au PPRI et permis la mise en œuvre du plan guide hydraulique. Donc on aura un renouvellement du PPRI, un nouveau PPRI, du fait de cet élargissement du Bartasek, et qui va permettre une densification en lieu et place de l'ancienne localisation du centre commercial. Donc voilà un peu cette idée de mécanique d'îlot opérationnel que l'on travaille et qui se décline de manière très contextualisée en fonction des sites et en fonction des acteurs.
avec cette idée aussi d'accompagnement qualitatif. On est sur la seconde phase du plan guide avec des cahiers des prescriptions et des sortes de fiches de lot qui vont permettre de garantir la qualité du projet immobilier, du lot commercial. Un autre élément pour terminer, on est sur un secteur où les habitants attendent depuis des années du projet, on leur parle depuis des années de projet, on a beaucoup d'acquisitions foncières et de démolitions avec une vraie politique très volontariste de la part du Grand Cahors et un signal aussi pour marquer cet engagement du travail sur cette entrée de ville qui a été de dire qu'on allait recomposer sur certains endroits sans plus attendre des espaces publics. Donc là où c'est possible, on a une requalification de trottoirs qui n'avait pas été fait depuis une vingtaine d'années du fait d'un projet PPA en attente et d'un projet de recomposition. Donc c'est aussi de pouvoir donner des petits signaux aux habitants qui ne sont pas forcément des projets très coûteux, qui ne sont pas forcément des projets qui vont bouleverser la recomposition urbaine à court terme, mais qui contribuent fortement à l'acceptabilité du projet et qui permettent d'entraîner finalement l'ensemble des habitants dans une dynamique positive. On a eu plusieurs concertations extrêmement positives. Et donc effectivement, pour parler du calendrier du projet macro, donc là on projette au mois de novembre le dépôt du dossier d'autorisation environnementale qui va porter donc à la fois sur la dimension hydraulique et urbaine de notre projet. Et donc on espère, on projette de mener l'enquête publique à la sortie des élections, donc sur avril-mai 2026 pour une autorisation environnementale avec l'objectif 2026 d'obtenir l'autorisation environnementale pour démarrer les travaux hydrauliques en premier lieu. Allô, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Juste avant de donner la parole au public et de vous libérer pour la suite des événements, une question peut-être à tous les intervenants des deux projets qu'on vient d'entendre là. Est-ce que parce que le site est exposé à des vulnérabilités, est-ce que parce que voilà, il y a un risque d'inondation assez fort, est-ce que la mobilisation des acteurs privés, des propriétaires est plus facile? Est-ce qu'ils sont plus volontaires à participer à cette recomposition, parfois relocalisation des activités? Est-ce qu'ils y voient un rapport gagnant-gagnant, ou est-ce que les négociations sont finalement aussi difficiles qu'à l'accoutumée? Alors moi je répondrais sur une zone, on a une autre zone d'activité plus petite, plus modeste, qui a fait également tout un projet de désimpair, et c'était très intéressant de discuter avec eux puisque cette question-là s'est posée. Et finalement, les entreprises, alors même si au début elles font un peu la grimace quand on leur dit attention, on va mettre des règles de construction, de reconstruction, etc., un peu plus contraignantes. Donc au début, ça grince des dents. Et finalement, la pilule est plutôt bien passée quand les assurances, en fait, leur ont dit que non, c'était plutôt bien. Et donc là, ils ont compris le petit argument financier par rapport aux assurances. Donc ça, c'était un cas sur Tarascon. Et après, je dirais un autre élément qui est important, dont je n'ai pas eu le temps de parler, pour embarquer les propriétaires fonciers, c'est hyper intéressant quand on a une association de propriétaires ou une association d'entreprises exploitantes, quelle que soit la forme juridique. Parce qu'il ne faut pas oublier cet échelon-là, c'est-à-dire que le collectif d'associations des entreprises, ça permet de faciliter énormément la communication. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des choses qui arrivent d'en haut avec des choses contraignantes qui nous tombent dessus, mais c'est vraiment la co-construction qui se fait à travers ces organes qui sont très fédérateurs, très mobilisateurs. Et le territoire que je présentais tout à l'heure, aussi bien sur la zone de Gémenos que sur celle des Palus, on a 2 grosses associations de propriétaires qui fonctionnent vraiment très bien. Hélène Mar ? De notre côté, on sent une vraie évolution dans l'état d'esprit. La plupart, en fait, des propriétaires ne sont pas exploitants, donc c'est pas tout à fait neutre dans la logique. Il y a 3-4 ans, ils étaient finalement assez sceptiques. Parce que c'est un projet qui est ancien, donc ils disaient bon, c'est une arlésienne. À chaque mandat, on nous en parle, mais il ne se passe jamais rien. Puis ils disaient finalement, nous aujourd'hui, on a des locataires qui sont fiables, qui sont installés, donc on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de faire d'efforts. Là, il y a des enseignes historiques qui ont
rencontré des difficultés au national et qui ont fermé à Cahors ou qui menacent de fermer, ce qui fait que là, et des friches qui... de la vacance qui s'installe de plus en plus sur le quartier. Donc là, on sent un changement d'état d'esprit. Par ailleurs, je pense que malheureusement, les événements climatiques se démultiplient, ce qui fait aussi qu'ils commencent à voir que la question n'est pas de se dire est-ce qu'il y aura une nouvelle crue ou pas, c'est de se dire quand est-ce que la prochaine crue se produira. Donc voilà, il y a également un troisième volet qui fait évoluer les réflexions, c'est le vieillissement du bâti. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce sont des passoires thermiques. Leurs locataires commencent à avoir des problématiques sociales parce qu'ils ont des locaux qui leur coûtent très cher à chauffer l'hiver et à refroidir l'été, qui mettent donc la pression aux propriétaires, et l'effet combiné fait que là, ça y est, les propriétaires changent. Mais ce n'est qu'avec finalement cette pression de toutes parts que ça arrive, parce que spontanément, il y a 3-4 ans, ils n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit-là. Mais effectivement, je vous rejoins. Il y a 10 ans, on avait une association des propriétaires et ça facilitait grandement les discussions. Aujourd'hui, l'association n'existe plus et c'est plus compliqué. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions particulières. Juste une petite précision, Hélène Mar, vous parliez de la troisième goût de France. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les outils qu'offre ce dispositif, ce montage ? Alors, un des premiers outils qui nous intéressait, c'était la mise en place du droit de préemption sur les fonds de commerce et les baux commerciaux, ce qui nous permet d'être acteurs, c'est-à-dire quand il y a une mutation sur un bien, notamment qui est touché par le recalibrage hydraulique, ça nous permet de nous positionner avant qu'une autre activité s'implante. Pour autant, il y a d'autres intérêts. Ça transfère à l'agglomération la signature des documents, des autorisations d'urbanisme. Donc pour les maires, c'est assez confortable finalement de pouvoir déléguer cette responsabilité-là, alors qu'il y a toujours un PPR qui est rouge. Alors là, le PPRI est en cours de révision par les services de l'État, mais aujourd'hui, c'est quand même toujours une responsabilité pour les maires. Donc ça transfère la responsabilité à l'agglo. On est en train de travailler aussi sur une procédure intégrée de goût, donc pour favoriser la mise en compatibilité de notre PLUI, donc pour faciliter la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec notre projet. Donc en fait, c'est autant de petits outils, mais qui nous permettent d'accélérer encore une fois la mutation du quartier. J'avais oublié le permis d'innover. C'est un outil qui nous permet aussi de déroger aux règles en présence dès l'instant où ça atteint les objectifs partagés en termes d'aménagement. Donc là encore, c'est un accélérateur d'aménagement, c'est-à-dire qu'avant d'avoir pu mettre en compatibilité tous les documents, si on a un permis à sortir, ça nous permet, avec ce permis d'innover, de le faire. Merci beaucoup. Je crois que c'est bon, on a respecté le timing.